Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec vous, vous le savez, au 0826 300 300, quel que soit le sujet que vous souhaitez évoquer à l'antenne. Vous réagissez également sur nos réseaux sociaux, notamment le Facebook de Sud Radio. J'aurai l'occasion de lire tout au long de cette matinée, de cette fin de matinée, vos commentaires. Nos débats de l'été aussi, forcément avec nos débatteurs du jour. Rodrigo Arenas, bonjour. Député NFP pour la 10e circonscription de Paris. Avec nous également Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, premier vice-président de l'AMIF, c'est l'association des maires d'Île-de-France et maire de Messy dans l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci aussi à vous, Frédéric Fougera. Bonjour. Bonjour Benjamin. Président de Tenkan Paris. Tenkan Paris, agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur. On ouvre les débats. On va commencer par vos coups de cœur et coups de gueule dans un instant. Mais avant de vous donner la parole, on retrouve une habituée des débats de Valérie Expert qui revient d'ailleurs la semaine prochaine. C'est Sophie de Menton à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui de l'université d'été du MEDEF. Bonjour Sophie de Menton. Bonjour, c'est plaisir de vous entendre. Ça fait plaisir aussi de vous retrouver sur Sud Radio. D'ailleurs, vous serez dans le studio jeudi matin pour les débats. En attendant, donc, ouverture aujourd'hui de cette journée, de cette université d'été du MEDEF. Qu'est-ce que vous en attendez et quel message souhaitez-vous faire passer à cette occasion? Je rappelle, vous êtes chef d'entreprise et présidente du mouvement patronal éthique. Oui, absolument, et donc extrêmement concernée par ce qui se passe aujourd'hui, qui est une session du MEDEF tout à fait particulière, car les entreprises, soyons clairs, la situation politique met toutes les entreprises de France en danger. Donc c'est-à-dire qu'on a un patronat aujourd'hui, des patrons qui sont inquiets de la situation politique que nous vivons ? C'est au-delà de l'inquiétude. C'est au-delà de l'inquiétude parce que, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne demande pas l'avis des entreprises sur ce qui se passe. Et pourtant, que font les programmes? Ils jouent avec l'entreprise pour combler la dette, pour améliorer la condition, pense-t-il, des salariés. Et ils jouent avec l'entreprise. On joue avec l'âge des retraites, on joue avec le SMIC, on joue avec les nouvelles taxes, on joue avec les super riches qui sont évidemment des patrons. Parce que la seule façon de gagner de l'argent, c'est d'être patron, ou en tout cas d'être dans le monde de l'entreprise. Et j'espère bien d'ailleurs, et on s'y emploie, avec l'intéressement des salariés, que ceux-ci aussi pourraient profiter beaucoup plus de la croissance. Donc, c'est véritablement incroyable. Vous avez tout le monde politique, sans exception, qui joue comme avec un jouet sur tout ce que l'entreprise peut produire, pour essayer soit de rattraper des erreurs passées, soit de contenter un électorat. Et avec des hommes politiques qui n'ont pas été dans les entreprises. Donc, je crois bien refléter l'opinion des 7000 amis d'éthique et des entrepreneurs que nous avons et des 17 fédérations, en disant que nous sommes outrés. Sophie de Menton, merci pour ces propos. Aussi, oui, allez-y. Oui, bien sûr. Je voulais vous dire que la tradition au MEDEF, c'est d'inviter des hommes politiques pour les écouter. Cette année, il y a le président du Sénat, bon, très bien. Il y a Sandrine Rousseau, je sais pas pourquoi, mais bon. Et la présidente de l'Assemblée nationale aussi. Cela dit, ça fait des années que on met les politiques sur l'estrade, que nous sommes tous attentifs et assis devant eux, que nous leur posons des questions et qu'ils s'en vont. C'est exactement le contraire qu'il faudrait. Il faudrait que les patrons, les chefs d'entreprise, certains salariés soient sur l'estrade et que les politiques soient en bas en train de les écouter. Ils ne savent rien des contraintes de l'entreprise ou font semblant de les ignorer. Voilà, donc je voulais dire qu'il fallait inverser. L'entreprise, c'est le premier parti de France. Et il faut maintenant les écouter, sinon nous allons sombrer. Voilà. C'était ce que je voulais ajouter. C'était votre coup de gueule d'une certaine manière, Sophie de Menton. Merci à vous et bonne journée. Je rappelle donc que cette université d'été du MEDEF donc s'ouvre aujourd'hui. Avant de passer à vos coups de cœur, à vos coups de gueule, petite réaction justement à cette date importante pour les entreprises, ce retour aux affaires avec cette université d'été qui débute aujourd'hui. Frédéric Fougera, vous entendiez à l'instant Sophie de Menton, l'inquiétude très forte de la part des entreprises. Premier partie de France, disait-elle. Elles sont les grandes oubliées finalement de ce qu'on vit en ce moment au niveau politique?
Je pense que l'entreprise, de façon générale, est plutôt la grande oubliée du politique en général, et ce, depuis plutôt toujours. On ne pense à l'entreprise que quand il s'agit d'aller chercher de l'argent. Je comprends l'inquiétude exprimée par Sophie de Menton. Le monde économique, il a besoin de vision et de stabilité. Quand vous investissez pour entreprendre, il faut investir. Et donc, vous avez besoin de savoir où vous allez et vous avez besoin de connaître les règles du jeu. Et là, les règles du jeu changent souvent, mais là, en plus, nous sommes dans une période d'instabilité, donc qui est normale, qui est démocratique. Sauf que l'entrepreneur, lui, il ne sait pas pourquoi il va investir, pour combien de temps, et si les règles du jeu vont changer, et comment elles vont changer. Donc, il est forcément inquiet, et ça ne peut avoir qu'une seule conséquence, c'est freiner l'économie, et c'est bon pour personne. Jean-Philippe Dugouin-Clément, les entreprises, grandes oubliées finalement du débat politique actuel? Grandes oubliées, je sais pas, mais en tout cas, il y a une véritable inquiétude de la part du monde de l'entreprise. Alors, la REF, ces universités d'été de rentrée qui sont un point de passage obligé, chaque année à la fin du mois d'août pour l'ensemble des entreprises, des acteurs économiques, c'est aussi le moment de tirer la sonnette d'alarme. On est dans un pays qui est le champion du monde des prélèvements obligatoires, du niveau d'imposition, toute taxe comprise, et où on mesure aujourd'hui l'accumulation d'un certain nombre de programmes politiques qui vont vers plus de prélèvements, une augmentation des prélèvements, et quand on augmente les prélèvements, on prélève sur quoi? On prélève sur ce qui produit de la richesse, c'est-à-dire sur l'entreprise. Et il y a un moment où on risque effectivement d'étrangler ce qui est considéré comme une poule aux œufs d'or. Il y a une très grande crainte de beaucoup d'entreprises, oui. Patrick Martin, le président du MENEF, qui s'exprime ce matin dans la presse, il met en garde principalement contre le programme économique du nouveau Front Populaire. Rodrigo Arena, je rappelle, vous êtes député NFP dans la 10e circonscription de Paris. Vous êtes pointé du doigt par le patron du MENEF. Que lui répondez-vous? D'abord, c'est pas le NFP qui gouverne la France depuis 7 ans. C'est Emmanuel Macron et ses alliés à l'Assemblée nationale notamment, qui font passer des budgets dans lesquels les entreprises sont loin d'être les grandes oubliées. Je crois que c'est de l'ordre de 200 milliards d'euros dont les entreprises bénéficient sous différentes formes de prestations. Donc de dire que ce sont les grandes oubliées, je ne le crois pas. En revanche, oui, il y a une vraie inquiétude dans le monde de l'entreprise, mais pas seulement en France, de façon globale, puisqu'il y a une redistribution des cartes à l'échelle internationale. Par exemple, tout le monde s'est enorgueilli d'avoir notamment ces super grandes factories dans le nord de la France qui vont produire des batteries au lithium. Ce ne sont pas des investissements français. Il y a des investissements aussi chinois. Pourquoi? Parce que, notamment, pour produire une batterie électrique, il faut 1500 litres d'eau, qu'il n'y en a pas suffisamment là où ils sont produites, notamment en Chine, et que c'est la France qui fournit ces matières premières. Donc, vous voyez, cette redistribution des cartes, je pense qu'il faut l'avoir en tête, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles la bourse de Paris est en train de dévisser dans certains secteurs, parce que la perspective dans cette échelle-là ne fonctionne pas, et avoir un regard uniquement franco-français, c'est jouer petit bras. Et oui, il y a une vraie inquiétude. Alors, il y a une différence de logique. Nous parions sur la demande. Nous avons la France a parié sur le fait de faire des cadeaux fiscaux. Même maintenant, tout le monde reconnaît les super profits, tout le monde reconnaît les 500 milliards qui sont notamment entre les mains de peu de personnes. Je pense à ces 500 familles que nous pensons, on dit famille parce que c'est la tradition française, mais c'est les 500 grandes fortunes. Si nous taxons 12% de leur patrimoine, ça permet de financer... Et taxer les grandes entreprises également, oui. Non, c'est pas des grandes entreprises pour le coup, ce sont des personnes physiques et morales qui sont exemptées d'un certain nombre d'impôts jusqu'à présent. Si nous les taxons 12% sur le patrimoine, ça les mettra d'abord pas sur la paille, mais ça permettra de contribuer à financer l'intégralité du programme du NFP. Et nous parions sur la demande pour relancer la machine économique et non pas de l'autre côté on va dire de la répartition des richesses dans notre pays. Il y a un vrai problème de ce côté-là. Ouais. Allez, on passe à vos coups de gueule, coups de cœur. Allez, un petit coup de cœur, ça va nous faire du bien tout de suite avec vous, Frédéric Faugerat. Coup de cœur à propos de quoi? Des Jeux Olympiques, c'est ça? Un petit peu. C'est lié. C'est un coup de cœur de communicant. Je suis dans mon rôle. Oui. Et en communication, comme en journalisme, donc pour vous faire référence, pour traiter un sujet, on choisit un angle. Et mon coup de cœur du jour, il va à toutes celles et tous ceux qui, dans la vie, préfèrent aborder les sujets sous un angle positif plutôt que sous un angle négatif. Alors ces angles négatifs, dont certains font leur fonds de commerce, politique ou médiatique, sont la cause d'une dépression que nous alimentons nous-mêmes finalement. C'est évidemment plus facile de faire réagir à du négatif, c'est peut-être aussi plus vendeur que de faire réfléchir à du positif. Alors nous complaire dans le négatif, c'est quelque part mériter aussi ce qui nous arrive, mais en reporter la faute sur les autres avec des obsessions parfois pathologiques. Alors il y a ceux qui ont l'obsession des riches qu'il faut taxer toujours jusqu'à l'étendre
les tondre pour confisquer le fruit de leur travail. Il y a l'obsession des chômeurs, considérés comme des profiteurs de la société. Il y a l'obsession des immigrés, qui sont la cause de tous nos malheurs. L'obsession des juifs, des musulmans, des gays, des lesbiennes, qui sont la cause de tout le reste. Il y a l'obsession des politiques que nous détestons, et pourtant nous votons pour eux. Voilà, loin de ces personnes animées par ces obsessions, que seuls des psychiatres pourraient accompagner, moi je ne peux rien pour eux. Je fais donc plutôt ce matin résolument le choix du camp des positifs pour partager un état d'esprit. Et puis pour essayer de vous envoyer des ondes positives. Il y en a bien d'autres dans la journée qui se chargeront de vous la pourrir et de vous la rendre négative. Et personnellement, c'est à cette France positive donc, que j'exprime, qui s'exprime dans les médias et que nous avons été surpris de découvrir et d'entendre pendant les 3 semaines de JO, à qui j'adresse ce coup de cœur. Cette France que nous allons peut-être voir apparaître le temps des Jeux paralympiques. Ça sera aussi aux médias, ça sera aussi aux médias d'en décider. Oui, responsabilité peut-être des médias, aussi des politiques, Jean-Philippe Dugoin-Clément, dans cette nécessaire lien qu'on doit retrouver peut-être entre les Français. Oui, en fait, on s'aperçoit qu'il y a bien souvent du buzz sur des choses qui inquiètent, qui font peur, qui sont polémiques. Enfin, quand vous parlez des obsessions, et c'est vrai, c'est beaucoup plus facile de faire un effet média, de faire un effet blast sur quelque chose qui est stressant, qui est angoissant, qui est anxiogène. Et on souffre de ça dans cette société. On est dans une société de crainte, dans une société, on en parlait tout à l'heure, on disait on avait besoin pour les entreprises d'avoir un peu de calme, de visibilité, de linéarité. Et on manque de ça. On est dans un pays qui se cherche, on est dans un pays qui doute, qui manque de confiance, qui manque d'objectifs, et en fait qui surtout ne se crée plus des envies communes, des objectifs positifs, mais souvent se crée à rebours, se crée contre ce qu'il ne veut pas plutôt que pour ce qu'il veut. Je crois qu'on a effectivement énormément besoin d'essayer de réenchanter la parole publique, mais la parole publique c'est les élus, mais pas uniquement, c'est les médias, c'est l'ensemble de ceux qui, à un titre ou un autre, contribuent à façonner l'opinion. D'une certaine manière, alors comment le politique peut-il réenchanter finalement ce quotidien et puis l'intérêt général, comment aussi peut-il exister de manière constructive pour donner une vision plus positive de l'avenir, Rodrigo Arenas ? Écoutez, à titre personnel, j'organise dans l'année qui reste, puisque certainement il y aura une dissolution peut-être dans un an. On verra, oui. Indépendamment de ça, j'organise avec des associations d'enseignants un tour de France pour faire de la philosophie à hauteur d'enfants dans la rue. Moi, je pense que les valeurs de la République, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui s'enseigne, c'est un chemin. Ce n'est pas évident, les valeurs que nous partageons autour de ce plateau de républicaine, de liberté, d'égalité, de fraternité et tout ce qui est sous-jacent et qui est central, comme la laïcité et d'autres, c'est quelque chose qui s'apprend. Et quand je sais que la moitié des bacheliers de France... Ce ne sont pas que des mots, c'est quelque chose de très concret. Voilà, c'est un chemin et que les adultes doivent... Moi, j'ai jamais eu de cours de laïcité, par exemple, à l'école, et pour autant, j'ai dû faire ce chemin personnel pour pouvoir appréhender cette valeur-là, qui n'est pas une évidence dans le monde. Eh bien, faites de constater que la moitié des lycéens, qui sont les lycées pro, ont été exemptés de cours de philo pendant les différents quinquennats d'Emmanuel Macron. Donc je fais ce chemin en tant que bâton pèlerin, non pas pour être dans l'électoralisme, parce que je ne serai pas candidat là où j'irai, mais en revanche, je pense que réenchanter nos citoyennes, nos citoyens, c'est leur donner le chemin de la complexité, d'appréhender cela. Et je pense que le faire à hauteur d'enfant, c'est aussi le permettre de le faire à hauteur d'adultes, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui disent parfois des mantras, de ce qu'on pourrait qualifier de la propagande dans certains pays, mais qui n'ont pas été au fond du sujet, qui est comment est-ce qu'on réapprend à vivre ensemble. C'est le chemin que je vais choisir dans mon mandat cette année. J'ai déjà 4 dates de prévues, évidemment dans ma circonscription, mais aussi ailleurs, en m'appuyant évidemment sur les parents d'élèves dont j'ai été un des protagonistes avant d'être député. Donc je crois à ça. Je pense que la République, c'est ça. Elle se vit, elle ne se décrète pas. Les débats de l'été, on poursuit avec vous, Rodrigo Arenas, Jean-Philippe Dugoin-Clément, Frédéric Fougera. À suivre, on continue les coups de cœur, les coups de gueule. On a parlé d'un coup de cœur à l'instant. À venir, ce sont 2 coups de gueule. Vous le savez, vous commentez sur nos réseaux sociaux, Facebook, Sud Radio, et puis au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été jusqu'à midi avec nos débatteurs du jour, Rodrigo Arenas, député NFP pour la 10e circonscription de Paris, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, maire de Ménécy dans l'Essonne, et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication et cofondateur de l'agence Cogiteur. On poursuit les coups de cœur, les coups de gueule. On avait eu un coup de cœur de la part de Frédéric Fougera à l'instant concernant cette France positive, voilà,
voilà, qu'il est nécessaire de retrouver. Bon, on va partir cette fois-ci avec des coups de gueule concernant tout d'abord vous, Jean-Philippe Dugois-Clément. Vous vouliez parler de revenir sur l'attaque de la synagogue de la Grande Motte ce week-end. Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui me choque profondément sur cet acte terroriste qui visait à tuer, parce que l'attentat sur cette synagogue, ça visait à tuer, et ça visait à tuer des gens en raison de leur religion, parce qu'ils sont juifs. C'est un acte antisémite. C'est l'importation du conflit au Moyen-Orient en France, auquel on assiste depuis maintenant quelques mois. Il y a eu des prises de parole de la part d'un certain nombre de responsables politiques, je mets responsables entre guillemets avec des pincettes, à gauche ou à l'extrême gauche, notamment de la part du NPA, d'une partie de LFI, pas vous, Monsieur Arenas, vous avez été extrêmement clair et je tenais à vous en remercier après les massacres du 7 octobre. Mais il y a eu un certain nombre de discours qui ont été entre de la complaisance et de l'entre-deux, de la part de Monsieur Mélenchon, de Madame Hassan, de Monsieur Guiraud, de responsables du NPA, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, qui ont contribué à créer un climat absolument délétère dans notre pays, où le fait d'être juif en France est assimilé à la guerre qui se déroule aujourd'hui à Gaza et permet pour des personnes simples d'esprit, parce que quand on passe à l'acte, quand on a des actions terroristes comme celle qui a eu lieu de la part de cette personne ce week-end, eh bien de justifier, de faciliter. Et moi je suis absolument effaré. Ce matin c'était Jonathan Arfi, le président du CRIF, le grand rabbin de France, qui parlait de pompiers pyromanes en parlant de Monsieur Mélenchon, mais qu'on puisse à la fois contribuer à créer ce climat totalement délétère et de l'autre venir pleurer sur les conséquences d'une situation qu'on a contribué soi-même à créer. Et d'ailleurs en parlant dans le cadre de Monsieur Mélenchon sur cet attentat d'atteinte à la laïcité et pas d'attentat antisémite. Parce que la réalité, c'est que c'est un attentat antisémite, mais même sur la désignation de ce qui a été une tentative d'assassinat, on a encore un responsable de parti politique, et pas le moindre, celui qui est le leader du NFP aujourd'hui. Parce que la tête pensante du NFP, c'est pas Monsieur Faure, c'est pas Madame Tondelier, c'est Monsieur Mélenchon qui vient... qui ne met pas les mots sur les choses. Et quand on n'appelle pas quelque chose clairement, quand on ne désigne pas quelque chose clairement, le Hamas, organisation terroriste, vous faites référence à cela. Qui est dangereux. Puis l'autre chose, alors ça, l'enquête le dira, elle est en cours, mais moi qui me surprend, visiblement la personne en cause est un Algérien en situation régulière, il faut le dire, en France depuis 2016, mais qui serait connu pour des délits liés aux stupéfiants. Alors, quelle nature de délit, mais si effectivement on est sur quelqu'un qui, depuis quelques années, fait l'objet de procédures sur des délits liés à des stupéfiants, qui est étranger, je ne sais pas ce qu'il faisait en France. Avant de vous donner la parole, Rodrigo Arenas, puisque justement Jean-Philippe Dugois-Clément parlait de votre position très claire à ce sujet, Frédéric Fougera, un mot sur les responsabilités politiques éventuelles de ce climat antisémite que l'on vit en ce moment, de cette poussée de l'antisémitisme en France. Mais je crois que Jean-Philippe a tout dit, je ne pourrais que le paraphraser, je suis d'accord en tout point avec ce qu'il a dit. Je pourrais juste rajouter, mais c'est parallèle au sujet, par rapport à ces jeunes qui sont manipulés. Alors je sais pas si ce sont des idiots utiles, je pense pas qu'ils soient tous cinglés ou fous. Ces jeunes qui ont une double nationalité, je comprends une chose chez eux, c'est le conflit qui peut être le leur. Qui doivent-ils écouter? La parole de quel pays, des deux pays d'origine doivent-ils écouter? Ça, c'est un sujet qu'on évoque assez peu. Mais quand dans un de leurs pays, on dit que le Hamas est un groupe terroriste, ce en quoi je suis convaincu, et puis que dans un autre pays, on leur dit que c'est pas du tout le cas, ils se trouvent dans une situation complexe, et cette situation, on ne l'évoque jamais. Ça n'excuse rien, ça n'excuse pas la violence, ça n'excuse pas le terrorisme, ça n'excuse rien, mais ça permet aussi de réfléchir pour essayer de comprendre comment on peut en arriver là. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des incendiaires, il y a des pompiers pyromanes, il y en a qui exploitent la situation. Importer ce conflit, ça a été une stratégie politique. Ben voilà les résultats de cette stratégie politique. Rodrigo Arenas, une réaction là-dessus. Je rappelle, vous êtes député NFP à Paris. Réaction sur ce coup de gueule à l'instant de Jean-Philippe Dugois-Clément, avant de passer à votre propre coup de gueule. Moi, je ne prends pas comme un coup de gueule, je prends plutôt comme un coup de cœur. Coup de cœur de défendre la vie humaine, tout simplement. Moi, il y a beaucoup de choses que vous avez dit qui pourraient faire sujet à polémique, mais je pense que la situation n'invite pas à cela. Je vais être très clair, c'est un acte antisémite,
clairement. Quand on vise une synagogue, on vise une communauté. D'ailleurs, il y a une grande confusion puisqu'il y a certains de nos compatriotes qui sont juifs mais qui ne sont pas religieux. Et par contre, dans cet acte-là, c'est eux aussi qu'on vise. Donc je ne veux pas souffrir d'ambiguïté là-dessus. En revanche, je tiens quand même à dire que la position de la France insoumise, en l'occurrence, c'est la reconnaissance de 2 États. Et n'en déplaise à celles et ceux qui seraient dans l'ambiguïté, dans 2 États, il y a Israël. Donc évidemment que la position, c'est la reconnaissance d'un État par rapport à l'histoire que ce peuple a connue et qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et celles et ceux, et je terminerai là-dessus si vous le permettez, celles et ceux qui pensent qu'ils servent la cause palestinienne en faisant ce type d'acte, ils font le contraire de ce propos qu'ils pensent défendre. Aujourd'hui, les Palestiniens, pour celles et ceux qui veulent soutenir une cause, si on l'appelle de cette façon-là, en tout cas le peuple à pouvoir exister de par lui-même, en faisant cet acte-là, désolidarise celles et ceux qui voudraient prendre de la hauteur, appréhender la complexité du Moyen-Orient, qui ne se résume pas à un conflit entre Israël et Palestine. C'est quelque chose de plus complexe que ça. C'est un point chaud de la planète et ça nécessite d'avoir un débat à part entière sur cette question-là que vous abordez là. En tout cas, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos. C'est un acte antisémite, il est condamnable, il va être condamné et qu'on ne sert absolument pas la cause palestinienne sur ce sujet-là. Ensuite, vous avez énormément de responsables de la France insoumise que vous avez ciblés qui ont utilisé les mots antisémites. Peut-être qu'il faudrait que vous fassiez un plateau avec elles et eux. Vous en avez un ici sur mon compte Twitter. J'ai pu m'exprimer très clairement sur le sujet. Exactement. Passons rapidement à votre coup de gueule sur un tout autre sujet, Rodrigo Arenas, concernant l'incarcération du militant écologiste Paul Watson au Groenland. Alors c'est un coup de cœur pour les baleines en l'occurrence, oui. Puisque Paul Watson, pour ceux qui ne le savent pas, est un lanceur d'alerte qui a une organisation internationale qui s'appelle Sea Shepherd, qui depuis des années sillonne les océans pour défendre les espèces qui sont menacées, notamment par celles et ceux qui sont des flibustiers des écosystèmes, et en l'occurrence dans le cas présent sur les baleines. Je rappelle que Paul Watson a aussi été décoré par le gouvernement du Libéria, puisqu'il a prêté sa flotte pour défendre les côtes de ce pays qui est dans l'incapacité entre guillemets militaire de pouvoir affronter ces dévastateurs des océans qui porte atteinte à l'écosystème. Et aujourd'hui, il est emprisonné au Groenland dans l'attente d'une extradition potentielle vers le Japon. Le pays va se prononcer de cette semaine, alors que cette extradition va avoir lieu en direction d'un pays qui justement a été condamné parce qu'il chassait les baleines à l'échelle internationale. Et donc je pense que ça pose un vrai sujet. D'abord son incarcération évidemment, mais aussi comment est-ce que des personnes qui finalement défendent les écosystèmes, défendent les espèces, défendent aussi notre propre humanité, puisque nous dépendons aussi des océans, et bien sont confrontés à un droit international qui se met plutôt du côté de ceux qui dévastent les océans et pas de ceux qui les défendent. Et ça nous met en tension, je pense, sur beaucoup de sujets liés à l'écologie, mais aussi la préservation de notre propre espèce à l'échelle de la planète. Allez, on poursuit dans un instant les débats de l'été avec vos réactions sur nos réseaux sociaux. Vous nous appelez également au 0826 300 300. On poursuit les débats avec nos débatteurs du jour, Rodrigo Arenas, Jean-Philippe Dugois, Clément et Frédéric Fougera. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Nos débatteurs du jour, je les remercie d'être avec nous ce matin. Rodrigo Arenas, député NFP pour la 10e circonscription de Paris. Jean-Philippe Dugoin, Clément, vice-président de la région Île-de-France, maire de Ménécy dans l'Essonne. Et puis Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication et cofondateur de l'agence Cogiteur. Dernière journée donc aujourd'hui pour les consultations à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit en ce moment Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti. Dans la foulée, le président de la République pourrait prendre la parole. Il devrait prendre la parole, peut-être pour annoncer le nom du futur Premier ministre. Avant d'en débattre dans un tout petit instant, Jules Boscarini, vous nous avez rejoint, journaliste pour Sud Radio. Jean-Luc Mélenchon a fait une concession pour tenter de sortir de l'impasse. Oui, une concession, et c'est en tout cas l'idée qui a été mise par le leader des Insoumis, qui pose une question simple au chef des partis macronistes et de la droite. Le gouvernement de Lucie Castet, s'il ne comprend aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure? Une prise de position qui surprend au sein même de sa famille politique, et la principale intéressée ne cache pas son étonnement. Je pense que les 4 forces du NFP ont vocation à gouverner. J'attends la réponse, explique Lucie Castet en marge de l'université d'été de LFI près de Valence dans la Drôme. Comment réagissent les différents responsables politiques à ces propos de Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, sans surprise, ils ne veulent pas entendre parler de LFI dans le nouveau gouvernement, comme Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat, est catégorique. Pour nous, c'est non au ministre LFI et non à un programme inspiré par LFI. Nous sommes opposés à leur participation à un gouvernement
comme à leur idée. Même son de cloche dans le camp présidentiel, le député des Yvelines, Carl Olive, qui estime que ce n'est pas parce que LFI ne sera pas dans le poulailler que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas la plume. Carl Olive, qui était d'ailleurs l'invité, et on remarque, on peut féliciter en tout cas sur cette expression, bien trouvée, Carl Olive, qui était l'invité de la matinale de Sud Radio, micro de Jean-Marie Bordry. Frédéric Fougerat, Jean-Luc Mélenchon qui propose un gouvernement sans insoumis, ça change la donne ou pas pour la suite ? Ça change, je sais pas si ça change la donne ou pas. En fait, je pense qu'on s'en moque et il s'en moque lui aussi. C'est une manœuvre politico-médiatique de plus. Chez LFI, nous avons les meilleurs communicants politiques en France. Ce sont eux qui décident de l'agenda médiatique. Ce sont eux qui décident des sujets et les autres suivent. Les autres se contentent de suivre. Un Anglais, quand on lui pose une question, il vous répond par une question. Un Français, on lui pose une question, il répond. Et bien, quand on a compris ça, on n'a qu'à poser des questions toute la journée et on sera à la une des médias en permanence parce qu'on décide de l'actualité. Là, on est dans la tactique. La question qui aurait pu être posée à Jean-Luc Mélenchon, c'est « Et si le président de la République nommait par hasard comme ça Bernard Cazeneuve et qui lui donnait toute autorité pour appliquer l'intégralité du programme du NPF, est-ce que vous soutiendriez Bernard Cazeneuve ? Non, nous, les Français, je ne défends aucune boutique, les Français, nous répondons, donc nous jouons à son jeu, donc nous le laissons mener. Peut-être que d'un côté, il y a le maître des horloges, mais de l'autre côté, il y a le maître des médias. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous partagez le scepticisme, en tout cas, de Frédéric Fougerat à l'instant ? Oui, alors après, on pourrait vous répondre aussi par deux autres questions. Combien de députés insoumis au sein du nouveau Front populaire ? Et quelle autre personnalité nationale avec un discours et une incarnation à gauche que M. Mélenchon ? Quand on a répondu à ces deux questions-là, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de ministre insoumis, quelles que soient les questions que M. Mélenchon pose à ses concurrents politiques, à ses adversaires politiques, on a la réponse. Bien évidemment, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de ministre insoumis, on est sur un gouvernement, si c'est l'option de Lucie Castec qui est retenue par le président de la République, qui est sur un gouvernement, qui est sur un programme politique qui est celui de LFI et dont l'inspirateur, la voix politique et le maître à penser politique est Jean-Luc Mélenchon. Donc on ne change strictement rien au problème. Si je peux me permettre juste de réagir à Jean-Philippe, je pense que Jean-Luc Mélenchon ne pose pas de questions à ses adversaires politiques. Jean-Luc Mélenchon, il pose des questions aux médias. Il n'a rien à faire de ses adversaires politiques et il n'a rien à faire de leurs réponses. Ce qui importe, c'est qu'on parle de lui, qu'on parle de son programme, qu'on parle de sa formation politique. Il est dans son rôle, un rôle qu'il joue mieux que tous les autres. Rodrigo Arenas, député NFP pour la 10e circonscription de Paris. Justement, votre avis, est-ce que on est là sur un simple coup de com' de la part de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que c'est une vraie concession de la part du leader de la France Insoumise ? D'abord, c'est une réalité politique que la classe médiatique d'une façon, mais la classe politique de façon générale aussi, a toujours avancé des contraintes pour justifier ou expliquer la non-nomination de Julie Castet. Il s'avère que jusqu'à présent, petit à petit, tous les éléments qui étaient avancés, Mélenchon Premier ministre, tout ce récit qu'on a eu pendant 2 mois, a été démenti au fur et à mesure de l'histoire. La réalité des faits sont là. Donc, le dernier élément, c'était les ministres LFI. Mais Jean-Luc Mélenchon a clarifié les choses, pose une question. Est-ce que s'il n'y en a pas, est-ce que vous laissez gouverner Lucie Castet ? La réponse est non. Parce que la question, ce n'est pas un problème de casting, c'est un problème que celles et ceux qui ont perdu les élections veulent faire croire aux Françaises et Français qu'ils ont gagné. Bon, ça existe dans le sport. Des fois, on perd et on dit qu'on a gagné. C'est très français, ça aussi, d'ailleurs. Donc, à partir de là, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron prendra acte de sa défaite électorale, d'un chaos politique qu'il a lui-même provoqué, en perdant 2 fois les élections ? Est-ce que la classe politique, d'une façon générale, va accepter que celles et ceux qui sont devenus majoritaires à l'Assemblée nationale, certes de façon relative, mais majoritaires tout de même, vont pouvoir mettre en place le programme qui les a unis dans une élection législative ? Et est-ce qu'enfin, on va reconnaître que Emmanuel Macron a perdu 2 élections, pas seulement législatives, mais aussi les européennes, sur la base de son bilan. Donc on ne peut pas aujourd'hui conduire, en tout cas décemment, à Matignon, quelqu'un, ou une majorité, ou qui n'existe pas d'ailleurs, ou une personne qui incarnerait finalement ce que les Françaises et les Français ont rejeté. Et je tiens à dire quand même que je conclurai là-dessus si vous le permettez, on a souvent avancé le fait qu'il n'y avait pas de majorité pour gouverner, mais personne n'a de majorité pour gouverner l'Assemblée nationale. Ni Macron avec ses alliés, ni Marine Le Pen, ni le FP certes, mais
il est un fait indéniable, c'est que l'NFP a une courte tête devant, et comme à la finale du 100 mètres haies, celui qui a une petite tête devant, il a gagné quand même le 100 mètres. Mais peut-être qu'il y a d'autres majorités possibles pour gouverner Jean-Philippe Dugouin-Clément. Il n'y en a pas, et ce n'est pas un scoop que je vous donne. Jean-Philippe Dugouin-Clément, en tout cas, c'est sûr qu'à la fin, ce sera le président de la République qui tranchera et qui nommera ce nouveau Premier ministre. Le problème, c'est que dans cette tripartisation de la vie politique, on est grosso modo sur 3 tiers, plus, moins, mais sur 3 tiers, le NFP n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Si le NFP était majoritaire à l'Assemblée nationale, M. Chassaigne aurait été élu président de l'Assemblée nationale. Il a été battu par Mme Braun-Pivet. Et donc, la seule majorité relative qui existe à l'Assemblée nationale, c'est pas le NFP qui est dans une situation de ne pas pouvoir gouverner sans passer une motion de censure. Sauf à ce que le Front National laisse le NFP gouverner. Très bien, mais la seule majorité relative qui existe, c'est celle qui est élue Madame Braun-Pivet. C'est-à-dire c'est une majorité de composition qui se situe quelque part entre le Rassemblement national et une partie du nouveau Front populaire. Rodrigo Arenas, vous vouliez réagir avant de donner la parole à Frédéric Fougera. Quand on regarde l'Assemblée nationale, il ne faut pas prendre l'élection qui nous arrange. Et je pense que c'est pas le sens de votre propos et de votre démonstration. Parce que le président de la Commission des Finances, par exemple, est Éric Coquerel. Insoumis. Il y a un certain nombre de responsabilités au sein de l'Assemblée nationale, dans des organes officiels de direction, de commission, etc., dans lesquels vous avez des personnes du NFP qui ont été élues de façon démocratique par les députés. Donc cette réalité chaotique où des majorités ne peuvent pas se construire, où des textes ne peuvent pas aboutir, où des réformes ne peuvent pas emporter l'adhésion globale n'est pas une réalité. Par exemple, moi je pose clairement la question, puisqu'on peut poser des questions. Est-ce que les députés sont pour ou contre l'école gratuite ? Ça fait partie du programme du NFP. Et je sais qu'il y a des maires de droite. Et il y a d'autres mesures dans ce programme du NFP. Oui, il y en a d'autres. Et nous allons les discuter. Mais de la même façon, dans le programme de M. Macron, il y a des mesures qui sont prônées, qui n'ont pas passé les fourches codines de l'Assemblée nationale les 2 années que nous venons de passer, et qui n'emporteront pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, cette complexité, elle est valable, et je pense que la bonne nouvelle dans tout ça, puisque nous sommes positifs autour de cette table, c'est que l'Assemblée nationale reprend son droit de pouvoir décider de l'avenir législatif et des réformes de ce pays, évidemment dans la difficulté, mais la France va devoir apprendre ce qui existe en Europe, par exemple, c'est la constitution de majorité avec des personnes avec qui, a priori, on n'a pas grand-chose en commun, mais on se rend compte que quand on travaille et quand on discute, on arrive à avoir des choses pleinement en commun, par exemple la défense des services publics. Ça concerne tout le monde. Effectivement, alors réaction sur le Facebook de Sud Radio à propos de cette France positive dont on parle depuis le début sur ces débats de l'été. France positive, vous plaisantez dans cet enfer grandissant. Voilà. Les auditeurs qui sont peut-être un peu moins positifs sur la situation dans laquelle on vit. Frédéric Fougera, vous vouliez réagir à ce propos sur la possibilité, je sais pas, est-ce qu'Emmanuel Macron peut nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire? Est-ce que ça tiendrait? J'aimerais bien savoir de quel enfer parle cet auditeur, s'il parle d'une situation personnelle ou d'une situation globale. Le président de la République... non, je voulais... Avant de répondre à votre question, mais je vais y répondre. Je précise, c'était sur la situation politique en France. Voilà, je comprends sur ce message. Ouais, est-ce que c'est vraiment l'enfer? Est-ce que les gens dans la rue pleurent en marchant? J'ai pas ce sentiment. Mais bon, chacun peut ressentir les choses différemment. Je pense pas qu'on puisse comparer le fonctionnement du Parlement à une course de 100 mètres. Le Parlement, c'est pas les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, le premier qui arrive, c'est le gagnant. Au Parlement, il faut avoir une majorité. Le système actuel permettait, de la Ve République, permettait de dégager des majorités fortes. C'était clair, c'était indiscutable, et on nommait un Premier ministre issu de cette majorité, généralement en lien avec le président de la République, mais à quelques occasions, nous avons également eu des cohabitations. Là, aujourd'hui, on est dans une situation très différente. D'une part, parce qu'il n'y a pas de majorité. Il va falloir en trouver une. Et donc, la question, c'est plutôt comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une majorité contre un gouvernement plutôt qu'avoir une majorité pour un gouvernement. Et si on reprend la logique du nombre, la seule qui puisse être valable. Je suis triste et désolé de rappeler que le premier parti à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national avec 142 députés. D'ailleurs, je ne sais pas si ceux qui occupent les locaux et la salle Colbert attribués au groupe majoritaire, ou si la situation fait que c'est différent, c'est le cas. Il reste minoritaire, de toute façon. Mais oui. Ils ont moins de députés que le NFP, en tout cas. Il reste minoritaire. Oui, mais c'est le premier parti. Le premier parti. Le second parti, c'est Ensemble avec 99 députés. Et le troisième parti, c'est LFI avec 72 députés.
Et là, on parle de choses différentes. D'un côté, on parle d'une coalition qui est établie, qui s'est présentée unie aux élections et qui est formée. C'est le nouveau Front Populaire, mais qui est composé de 4 partis politiques différents. Et de l'autre côté, on parle du Rassemblement National, donc lui qui est un peu mis de côté par tous les autres et qui ne peut pas déborder ou trouver ou difficilement trouver des voix supplémentaires pour former une coalition, mais de toute façon, il ne le souhaite pas. Et puis, ce qu'on appelle l'hypercentre ou l'extrême centre, des formations politiques qui, elles, peut-être, peuvent s'entendre, mais il faudrait aller puiser du côté du NFP pour trouver une coalition. Donc, on peut pas comparer une coalition déjà établie et une coalition qui se cherche, qui ne se trouvera peut-être jamais. Mais si aucune coalition ne se trouve pour être majoritaire et que chacun est assuré d'avoir une majorité contre soi, ça va être compliqué de gouverner. Rodrigo Arenas, très rapidement sur cette question-là, gouvernement du nouveau Front Populaire. Alors au-delà d'avoir un ministre insoumis ou pas, puisque les différentes forces politiques ont réagi, c'est non. Oui, c'est pas ça le problème en fait. Un gouvernement du nouveau Front Populaire ne pourra pas tenir plus que quelques jours. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si les députés macronistes et leurs alliés, puisque c'est aussi une coalition, ça fait quand même plus de 2 ans que Macron gouverne avec une coalition à l'Assemblée nationale, qui était d'ailleurs, c'est pour ça qu'on disait minorité relative à l'époque que nous venions de vivre. Même situation, mais plus compliquée aujourd'hui pour le NFP. Plus compliquée parce que Macron a perdu encore plus les élections qu'il les avait perdues avant. Donc c'est une réalité aussi de fait. Maintenant, nous pensons qu'il y a une coalition qui existe avec un programme. Nous disons ce que nous allons faire. Moi, je pense qu'il faut laisser sa chance à la démocratie. La question, c'est est-ce qu'un gouvernement macroniste tiendrait plus longtemps qu'un NFP, clairement sans le soutien du RN? Ça, je pense qu'il tiendra encore moins longtemps qu'un NFP. Donc, vous voyez, il y a des faits politiques qui se posent pour la France. Oui, le NFP est arrivé avant. Et moi, je trouve qu'un certain nombre de députés qui se prononcent dernièrement sont à la limite de l'indécence parce qu'ils n'ont pas craché sur les voix des Insoumis ou sur le retrait de leurs candidats quand ils ont été élus. Dernièrement, je pense qu'ils ne seraient pas sur les bancs de l'Assemblée s'ils avaient tenu ces propos-là pendant leur propre élection. Donc oui, il y a eu une sorte de course pendant le moment électoral, mais maintenant nous ne sommes pas dans une course. Il s'agit de créer des majorités à l'Assemblée nationale. Je pense que nous pouvons le faire. Et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé à Sud Radio, puisque vous êtes des journalistes très férus de l'Assemblée nationale, qu'il y a un certain nombre de textes qui ont été votés, y compris avec les voix des Insoumis les 2 dernières années. Il n'y a aucune raison que la réciproque ne se fasse pas dès lors que nous avons l'intérêt des Françaises et des Français comme ligne de mire. Fin des consultations donc aujourd'hui du côté de l'Elysée. Cette question, Emmanuel Macron, alors qu'il doit prendre la parole normalement ce soir dans la foulée de ces consultations, pour dire quoi, qui attendent du côté de Matignon. C'est la suite de nos débats de l'été. À tout de suite. L'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, 11h20 sur Sud Radio avec nos débatteurs du jour, Frédéric Fougera, Jean-Philippe Dugouin, Clément et Rodrigo Arenas. La France aura-t-elle un nouveau Premier ministre ce soir? C'est la question qu'on se pose. Désormais, les consultations à l'Elysée se terminent aujourd'hui. Jules Boscani, c'est quoi le programme du jour pour Emmanuel Macron? Les consultations ont déjà commencé. Oui, tout d'abord, Emmanuel Macron recevait la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à partir de 9h30. C'est donc la première à avoir rencontré le chef de l'État. Et puis vient aussi le tour de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ce sont eux, les 2 représentants du Front National, qui sont très attendus. Et on peut le dire, c'est le rendez-vous principal de l'agenda présidentiel. Ils sont arrivés sur les coups de 10h45 et s'entretiennent actuellement avec le président. Voilà, entretien toujours en cours. Éric Ciotti est également de la partie. Il rencontre Macron à midi, juste après Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et le dernier à rencontrer le chef de l'État, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, à 17h. Et donc Emmanuel Macron pourrait prendre la parole, s'exprimer ce soir. Oui, c'est du moins ce que laissent entendre certains médias. Emmanuel Macron pourrait alors annoncer le Premier ministre ou bien décider de prolonger les consultations tout en précisant l'agenda. Jean-Philippe Dugouin, Clément, Emmanuel Macron doit s'exprimer donc ce soir. Est-ce qu'il a un autre choix que d'annoncer le nom d'un nouveau Premier ministre, du nouveau Premier ministre? Sous la Ve République, il y a une réalité constitutionnelle que c'est le président qui nomme le Premier ministre, charge à lui d'avoir la confiance du Parlement s'il se soumet à la confiance, ce qui n'a pas été le cas des derniers gouvernements, qui n'ont pas demandé la confiance, ou de gouverner en échappant à des motions de censure, ce qui est le revers de la médaille ou le négatif quand on ne demande pas la confiance. On verra ce que fait le président. Soit il considère qu'il a la possibilité d'avoir un gouvernement qui soit viable. Nommer un gouvernement pour qu'il soit descendu dans les 8 jours sur une motion de censure, c'est ajouter de la crise à la crise. Mais soit il considère qu'il a une possibilité d'avoir une coalition qui puisse tenir et il pourra annoncer. Soit il considère qu'il ne l'a pas, il a aussi la possibilité de reporter. Calendairement, s'il n'annonce pas très vite dans la semaine, ça peut nous repousser
repousser à mi-septembre, parce qu'on va arriver sur la phase des Jeux paralympiques. Avec la rentrée scolaire qui va arriver début septembre, donc potentiellement dans ce cas-là, sans nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ça, c'est un vrai problème. Le ministre de l'Éducation nationale a prévu de faire sa conférence de presse concernant la rentrée scolaire mardi. Enfin, on est sur quelque chose qui est totalement baroque. Et moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est qu'on est quand même sur un pays qui fait face à des échéances et à des urgences. Enfin, on n'en parle plus, mais la crise en Nouvelle-Calédonie, c'est des milliards de dégâts, je crois, plus de 3 milliards. C'est 2500 gendarmes, policiers, militaires qui ont été sur place, une situation qui n'est toujours pas calmée. Au mois de septembre, on doit répondre à l'Union européenne par rapport à la procédure de suivi pour défense excessive. Le 1er octobre, on est censé présenter au Parlement les projets de budget de l'État et on a des agendas extrêmement lourds, extrêmement importants qui arrivent pour le pays et dans une situation d'incertitude totale. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait si le président annoncera, n'annoncera pas ou ce qu'il annoncera. Frédéric Fougera, ça, on verra s'il prend la parole et s'il annonce ce soir un nom pour ce poste à Matignon, poste de nouveau Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, il est sous pression très clairement? Est-ce qu'il est dans une situation où il peut encore attendre? Apparemment, oui, on peut toujours attendre, mais là, il est vrai qu'il y a une forme de pression, plus de 40 jours sans nouveau gouvernement, c'est quand même un sujet. J'ose pas dire, à dessein, je ne dis pas c'est un problème, mais au minimum, c'est un sujet. Il y a un moment, il va bien falloir avoir un gouvernement. La question, c'est, il y a une annonce de prise de parole. Est-ce que le président de la République lui-même sait déjà ce qu'il a l'intention d'annoncer ce soir? Est-ce qu'il a en tête le nom d'un Premier ministre? Est-ce qu'il l'a depuis longtemps ou pas? Est-ce qu'il ne l'a pas? S'il l'a, est-ce que cette personne en est informée ou pas? Est-ce que les choses peuvent changer d'ici ce soir? Je vous rappelle que quelques heures avant la nomination de Madame Borne comme Première ministre, Madame Vautrin avait fait ses bagages pour avoir quelques vêtements et être prête à arriver à Matignon et à assurer les quelques obligations qu'elle allait avoir en tant que Première ministre. Et puis les choses ont changé suite à quelques conseils et pressions internes à l'Élysée et les choses ne se sont pas faites comme prévu. Donc voilà, quelques heures avant cette prise de parole, je pense que il y a beaucoup de suppositions qui peuvent être faites. Mais voilà, personne n'est dans la tête du président de la République pour savoir s'il sait exactement où il va, s'il hésite encore. Est-ce qu'il est en train de faire des comptes? Est-ce que ses partisans ou les membres d'une coalition possible à l'Assemblée nationale sont en train de faire leurs comptes et non pas leurs comptes? Un point que j'ai évoqué ici il y a quelques semaines, je le rappelle très rapidement, l'histoire est un peu longue, mais je le rappelle très rapidement. Il y a une chose que nous n'avons pas en France et qu'il y a dans d'autres pays, parce que c'est parfois intéressant d'aller voir ou d'illustrer le fonctionnement démocratique dans d'autres pays. Il y a des pays, c'est le cas de la RDC, je sais que c'est le cas également en Belgique, mais je prends la République démocratique du Congo parce que c'est un très grand pays, parce que c'est un autre continent, c'est le plus grand pays francophone du monde. En RDC, avant de nommer un Premier ministre, le président de la République, il nomme un informateur. C'est une fonction officielle et cet informateur, il se rend à l'Assemblée nationale. Alors en RDC, il y a 44 groupes, c'est légèrement plus compliqué que chez nous. Mais cet informateur, il a pour but... pour mission d'aller voir chacun et de dire quelle est votre position? Est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous faites partie de la majorité? Est-ce que vous faites partie de l'opposition? Est-ce que vous allez nous censurer ou est-ce que vous allez nous soutenir? Et c'est avec le rapport de cet informateur que le président de la République, qui a été largement élu pourtant, mais pas avec une majorité politique personnelle au sein de l'Assemblée nationale, a décidé de nommer une première ministre, pour la première fois une femme en RDC. Ce rôle d'informateur, il n'existe pas chez nous. Et donc, le mot n'est pas très beau, mais c'est un bricolage entre les négociations gérées directement par l'Élysée, la présidence de la République et ses collaborateurs, et les groupes parlementaires eux-mêmes. Donc voilà, ce sont ces échanges qui permettent finalement d'avoir une information, mais qui quelque part n'est pas forcément officielle. On n'aura pas ce soir, ni demain, ni dans une semaine, la liste des gens qui sont dans la majorité, la liste des gens qui sont dans l'opposition. On le disait tout à l'heure, ça sera certainement plus compliqué, quel que soit le Premier ministre qui soit nommé, parce qu'il y aura des coalitions plutôt sur des textes que sur une politique générale, et les choses vont s'apprécier en avançant texte par texte. Et en tout cas, on apprend quelque chose de la réalité aussi de la politique en RDC, et c'est toujours intéressant, important de comparer aussi notre situation à d'autres pays, très clairement à l'étranger. Rodrigo Arenas, ce que vous attendez, député NFP à Paris, ce que vous attendez du président de la République, qu'il annonce dès aujourd'hui, dès ce soir, pourquoi pas, le nom du nouveau Premier ministre? Ça a été dit, il a déjà 2 mois de retard. Manifestement, Emmanuel Macron joue aussi le rôle d'informateur en France, donc il fait le tour de tout le monde.
Va falloir qu'il cumule les fonctions, mais ça c'est pas un scoop. La question qui se pose à lui, mais qui se pose aux Françaises et aux Français, c'est à partir de quand est-ce qu'on va traiter d'être la risée internationale ? Enfin, si on avait l'information en France de pays avec lesquels culturellement on a un peu de condescendance de la situation que nous vivons, mais que dirions-nous ? République bananière, de quoi, enfin, est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est ? Moi, j'ai des attaches sud-américaines, j'ai des gens qui m'appellent de temps en temps et font, mais c'est quoi votre histoire, quoi ? Donc, vous voyez, c'est ça la situation dans laquelle on est. Donc, oui, Emmanuel Macron, il a 2 mois de retard. Mais moi, je suis pas désolé de le dire. Le NFP a une candidate qui n'est issue d'aucun parti politique, qui est une haute fonctionnaire, qui est de nature à mettre en place une politique publique en concertation avec les autres groupes de l'Assemblée nationale, mais les autres forces politiques aussi. Mais il y a une personne à nommer, c'est Lucie Castet. Ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, on verra. En tout cas, a priori, on s'éloigne tout de même de cette optique d'avoir Lucie Castet première ministre. On peut pas rentrer dans un jeu où celles et ceux qui ont perdu des élections veulent faire croire qu'ils ont gagné. Voilà. LR, il s'agit pas d'avoir de la sympathie ou pas de la sympathie pour eux. Ils sont minoritaires. Donc ils seront les alliés potentiels de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est minoritaire. Et qu'on le veuille ou pas, LR plus Macron, ça fait pas une majorité. Donc si l'idée, c'est d'avoir recours aux voix de la coalition entre Éric Ciotti et le Rassemblement national pour gouverner, ça dira les choses. Mais nous sommes résolument orientés vers une autre solution dans laquelle, oui, les macronistes seront associés, oui, les LR seront associés, mais sur les textes. C'est pas un cartel de partis où on a dit la carpe du lapin. Et on continuera bien sûr d'en parler de la politique et puis de cette journée capitale, fin des consultations donc à l'Elysée pour les différents partis, forces politiques. On y reviendra notamment dans les vraies voix de Sud Radio à partir de 17h donc cet après-midi. D'ici là, les débats de l'été se poursuivent. Dans un instant, on va revenir sur l'attaque de la synagogue de la Grande Motte. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Il est 11h30 passé sur Sud Radio. La suite des débats de l'été avec nos débatteurs du jour. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur. Avec nous également Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, maire de Ménécy dans l'Essonne. Et puis Rodrigo Arenas, député NFP pour la 10e circonscription de Paris. Retour maintenant sur l'attaque de la synagogue de la Grande Motte. C'était ce week-end. L'assaillant a été interpellé, suspect. Il a été interpellé à Nîmes. Il s'agit d'un Algérien de 33 ans, situation régulière, connu des services de police, mais pour des petits délits routiers et pour consommation de stupéfiants. La communauté juive fait part de son inquiétude. Écoutez ce que disait François-Olivier Gisbert hier après cette attaque. Donc c'était dans la matinale de Sud Radio, hier au micro de Laurence Garcia. Ça montre une chose, c'est que la France est en train de devenir un pays antisémite. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand vous voyez le nombre, l'explosion des agressions antisémites, quand vous voyez un grand parti, qui a d'ailleurs un groupe important à l'Assemblée nationale, comme le LFI, quand vous regardez ce qu'ils disent, les propos qu'ils tiennent, bon, c'est ça, si vous voulez. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'indolence. C'est-à-dire, on finit par s'habituer. Je pense qu'il est temps de se révolter. Et il est temps de dire, et pas comme le pauvre Macron, c'est intolérable, la République ne tolérera plus. Mais non, tout simplement, il faut prendre des mesures. François-Olivier Gisbert, donc, hier dans la matinale de Sud Radio, la France, Frédéric Fougera, est-elle en train de devenir antisémite ? Alors, si on mesure l'antisémitisme au nombre d'actes antisémites, la réponse est oui. Et ça, il n'y a aucun doute. On ne peut pas dire que à ce moment-là, l'antisémitisme ou l'augmentation de l'antisémitisme soit résiduelle. Moi, ma conviction, elle est très personnelle, c'est que la France n'est pas plus antisémite qu'avant. Pas plus. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'était pas. Quand je dis avant, je parle évidemment des événements du 7 octobre au Moyen-Orient qui nous ont été importés dans le débat politique français. Le résultat, c'est plutôt que l'antisémitisme s'est libéré. C'est-à-dire que la parole ordurière n'a plus de limite, voire elle est branchée chez certains. Donc voilà, c'est cette parole antisémite qui me paraît libérée. Je suis pas certain que l'antisémitisme ait pris des proportions plus importantes. Mais si on le mesure au nombre d'actes, évidemment, on peut pas dire autre chose. Oui, Gérald Darmanin qui donne des chiffres. Les actes antisémites ont augmenté, dit-il, de quasiment 200% depuis le début de l'année en France. Jean-Philippe Dugouin-Clément, hausse de cet antisémitisme. La France est en train de devenir antisémite selon vous ? Je ne crois pas qu'on puisse dire que la France soit un pays antisémite. Il y a une augmentation des actes antisémites très forte.
il y a une libération de la parole antisémite ou complaisante qui favorise l'antisémitisme. Moi, je veux croire qu'on est dans un pays, dans une république laïque, forte, qui a des valeurs, qui assume de protéger l'ensemble de celles et ceux qui vivent en France, quelle que soit leur religion. Et pour moi, la France n'est pas un pays antisémite et ne doit pas le devenir. Mais ne pas le devenir, ça veut aussi dire que l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des responsables politiques doivent avoir un discours responsable, doivent arrêter pour un certain nombre d'entre eux cette espèce de connivence d'entre-deux pour des questions purement électoralistes, et puis aussi qu'on doit ne rien tolérer. Vous savez, c'est la politique de la tolérance zéro. La tolérance zéro, c'est vrai pour l'antisémitisme, qui est une forme de racisme. C'est vrai pour l'ensemble des actes délictueux, des actes qui fracturent ce pays. Et l'antisémitisme aujourd'hui est un danger. Ce qui est absolument terrible, c'est que l'antisémitisme dans ce pays avait reculé. Il y a toujours eu, malheureusement, de l'antisémitisme aussi loin qu'on remonte, en Europe, en France. Et cet antisémitisme, après la Deuxième Guerre mondiale, avait été quelque chose de tabou, de condamné, avait reculé. Et on assiste depuis quelques années avec l'importation de conflits qui ne sont pas des conflits français, avec l'aggravation de cette importation du conflit au Moyen-Orient depuis le 7 octobre, à une montée de cet antisémitisme. La France n'est pas antisémite et ne doit pas le devenir. Et en réalité, est-ce qu'il avait, est-ce que cet antisémitisme avait baissé, ou est-ce qu'il était dans une cocotte minute bien enfermée, et là on a juste ouvert la cocotte minute? Alors je pense qu'il était aussi différent. Enfin, on a un antisémitisme aujourd'hui en France qui est une importation d'un conflit étranger. Là où l'antisémitisme du 19e, 20e siècle était beaucoup plus d'origine catholique par rapport au fait que les Juifs sont ceux qui n'avaient pas reconnu le Christ. Enfin, c'était vraiment cette histoire sur laquelle l'Europe s'était bâtie. C'est un antisémitisme d'une autre nature. C'est-à-dire qu'il a évolué, cet antisémitisme, on le voit à travers l'histoire. On est arrivé sur un autre argument, on va dire, une autre raison pour certains Quand on voit cet acte terroriste et antisémite qui a été cette attaque de cette synagogue avec la volonté de tuer, enfin, la personne qui le fait porte le kéfier, le drapeau palestinien. Et donc on voit bien à quel niveau il y a une transposition d'un conflit avec une vision totalement dévoyée de la cause palestinienne qui, ce que vous disiez, aboutit d'ailleurs à l'exact effet inverse que celui qui est recherché. Mais on mesure que c'est une vision totalement dévoyée de prise de position d'un conflit qui a lieu au Moyen-Orient, qui vient s'importer en France. Et où aujourd'hui on vient reprocher à des Français, parce qu'ils sont juifs, d'être la cause, d'être responsable de ce qui se passe parce qu'on ne partage ou qu'on ne partage pas tel ou tel point de vue. Ça, c'est pas acceptable et la République doit être totalement intransigeante là-dessus et les responsables politiques doivent être clairs. Justement, à ce niveau-là, Rodrigo Arenas, est-ce qu'il y a un besoin de clarification de la part de la France insoumise à ce sujet? On en parlait tout à l'heure, avoir des positions très fortes justement pour lutter contre cet antisémitisme et mettre fin à cette importation peut-être du conflit israélo-palestinien. Vous savez, vous avez toujours eu des effets que vous appelez importation du conflit israélo-palestinien en France. La guerre des 6 jours, par exemple, a été l'exemple de ça. Moi, j'ai l'âge aussi d'avoir le souvenir de la profanation du système de Carpentras. La France soumise n'existait pas. Et puis, comme vous l'avez dit, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, oui, il y a un antisémitisme en France qui est là, qui est sous-jacent, qui est cultivé aussi parfois dans certains réseaux. Vous avez parlé des réseaux catholiques intégristes, mais pas seulement, il y en a aussi d'autres. Moi, j'invite vraiment tous les parents d'élèves à regarder avec leurs enfants l'excellent documentaire historique sur l'histoire de l'antisémitisme en France en 4 volets, qui est vous pouvez voir en libre, en gratuit sur la télé, parce que ça explique des choses. Et je pense que c'est une histoire qu'il faut appréhender sous cet angle-là. C'est-à-dire que essentialiser, puisque c'est le mot à la mode, les difficultés que nous avons par rapport à l'antisémitisme seulement au 7 octobre et à ce qui se passe en Israël-Palestine est quelque chose qui est à courte vue. C'est quelque chose qui est plus complexe et que nous devons cultiver. Les écoles sont en première ligne là-dessus. Je pense que les élus locaux, mais l'État aussi, s'il doit faire de la tolérance zéro, comme vous le dites, doit mettre le paquet pour permettre aux enfants
d'appréhender cette histoire lourde et complexe de la France, cette histoire de l'immigration et pas seulement l'immigration du Maghreb d'une façon générale, que la France ne commence pas avec Clovis, etc. On peut dérouler, c'est pas le sujet parce que je vais répondre à votre question. Je pense que du côté de la France insoumise, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on avance, il y aura, y compris une partie de la classe médiatique qui n'entendra pas le discours qui est annoncé. Vous avez énormément de dirigeants de la France insoumise, des députés aussi, qui tiennent des discours extrêmement clairs sur les sujets comme celui que je peux tenir d'ailleurs. Mais pas tous, oui, voilà, mais pas tous. Qui sont soit atténués, soit effacés par un tweet, par un mot malheureux ou des mots que moi, à titre personnel, je n'emploierai pas, mais qui sont aussi liés à l'histoire de chacun. Quand vous parlez de Rima Hassan, par exemple, on ne peut pas faire comme si elle n'était pas fille de réfugiés palestiniens qui ont une histoire compliquée, voire douloureuse et voire extrêmement intime par rapport à ce qu'elle a vécu en tant que Palestinienne. On ne peut pas faire abstraction de ça. Donc, je pense qu'il faut accepter cette complexité des choses. Donc, oui, moi je tiens par exemple, je vais changer de sujet si vous le permettez. Moi je tiens des propos très clairs sur le lithium. Je pense qu'il ne faut pas l'exploiter en Amérique latine. Pourquoi ? Parce que ça fait des écocides. Parce que ça maltraite les peuples originaires de l'Amérique latine. Mais je suis minoritaire à la France insoumise là-dessus. Donc si on avait ce sujet-là, je pense qu'on rentrerait dans les choses complexes et je pense qu'il faut aborder cette complexité. Il y a y compris dans d'autres formations politiques des personnes qui tiennent des propos qui ne sont pas clairs par rapport à Israël par exemple ou par rapport à la Palestine. Donc je pense qu'il faut aborder cela. Donc à ce titre-là, vu la situation dans laquelle nous sommes, oui, je pense que la France insoumise doit faire attention aux mots qu'elle emploie, aux propos qu'elle annonce et positions qu'elle prend. Maintenant, est-ce que, quelle que soit la personne... Il y a une part de calcul politique pour certains. Alors, je pense que... Je suis désolé de vous dire comme ça, mais je pense que l'électoralisme clientéliste, c'est le business de la politique. Voilà. Moi, j'ai suffisamment l'âge pour savoir et j'ai suffisamment défendu les écoles publiques pour voir les élus de tous bords venir distribuer des tracts à l'entrée des écoles. Donc, vous voyez, tout ça est une réalité. Il y en a qui vont aller flatter telle ou telle communauté parce que les communautés existent et que être attentif aux communautés, ça ne veut pas dire être communautariste. Et nous avons toute une difficulté à appréhender cette importation, d'un modèle anglo-saxon dans lequel les communautés sont reconnues, mais sont reconnues y compris avec des droits politiques. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc, vous voyez, tout ça est en train d'évoluer et je suis désolé de vous le dire comme ça, mais je sais que je digresse en vous disant ça et je veux pas noyer le poisson parce que c'est pas mon habitude, vous le savez très bien. Quand nos enfants sont confrontés, par exemple, à des séries sur Netflix ou les plateformes dans lesquelles le modèle anglo-saxon est en train de s'importer, c'est en train de bousculer profondément le rapport social, le rapport à la République que nous avons dans notre pays. Nous devons être très attentifs à ça. Donc maintenant, je pense que je vous ai répondu très clairement. Je pense que oui, quand vous êtes accusé à tort, je pense, d'un crime pénal qui est l'antisémitisme, nous devons redoubler d'attention, nous devons redoubler de précaution et la position qui est celle de la France insoumise, c'est-à-dire d'avoir un avis politique sur la façon dont Israël est en train de gérer le problème qu'elle a avec la Palestine depuis le 7 octobre, eh bien, il faut tenir compte que l'histoire lourde de ce pays, eh bien, les amalgames sont parfois terribles et que nous subissons des accusations qui, à mon sens, pour l'essentiel, sont fausses, ne sont pas fondées, parce que l'histoire de celles et ceux avec qui je côtoie les bancs à l'Assemblée nationale s'est profondément construite contre la lutte sur l'antisémitisme, évidemment, et tous les racismes de façon générale. Vous avez eu la délicatesse de le rappeler, parce que finalement c'est le rejet de l'autre, mais on ne peut pas faire comme si la France n'avait pas connu la Shoah et n'avait pas un passif lourd par rapport à cette communauté dont il faut redoubler d'attention. Frédéric Fougera, peut-être réaction rapide sur ce que dit à l'instant Rodrigo Arenas. Et puis c'est vrai que ça fait des mois qu'on alerte sur cette augmentation en France des actes antisémites. C'est des années. Concrètement, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Réaction, mais c'est pas pour faire un mauvais procès, mais c'est juste pour quand même rappeler que les mots ont un sens. Je sais pas si on peut utiliser le mot problème pour dire le problème que Israël a depuis le 7 octobre avec la Palestine. Ça me paraît être un peu plus grave qu'un problème, mais c'est pas pour faire un faux procès, mais là, c'est toujours délicat quand on a une parole publique d'utiliser les bons mots. Mais on peut dire conflit, on peut dire ce que vous souhaitez, bien sûr. Le propos était très clair, donc c'est pour ça que je dis c'est pas pour faire un mauvais procès. Que faire ? Il faut peut-être en appeler à la responsabilité de chacun. Alors appeler à la responsabilité, ça suffit pas. Moi, je dis et je répète que les médias ont une responsabilité très importante. C'est pas une mise en accusation des médias, mais c'est un rappel de la responsabilité qui est la leur, à qui on donne
donne la parole? Est-ce qu'on reprend les gens quand ils disent une énormité ou est-ce qu'on les laisse dire? Je pense qu'on est dans une démocratie où le pouvoir des médias est essentiel, mais les médias doivent s'en saisir, doivent pas seulement être des relais de la communication des uns et des autres. Et oui, chacun est dans son rôle en politique de faire de la communication ou du clientélisme. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit honnête. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas partout. Oui, pour conclure, Jean-Philippe Dugoin-Clément, responsabilité politique, responsabilité des médias également. Pour le coup, les médias ne sont que la caisse de résonance des déclarations politiques. Alors effectivement, quand on a Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud, Rima Hassan, Mathilde Panot qui tiennent des propos qui sont plus que limites, ce qui n'est pas votre cas. Moi, je rêverais de la France insoumise sans tous ces gens-là. Avec que des gens comme vous, la France insoumise se porterait mieux. Mais effectivement, les médias se font l'écho de ce qui est dit. Après, là, on peut dire qu'il y a une responsabilité des médias, c'est de ne pas avoir de jugement, de ne pas avoir de médias d'opinion, d'avoir pour le coup du média plutôt d'information que d'opinion. Il y a des choses aujourd'hui qu'un média ne devrait pas laisser passer. Il y a 20 ans ou 30 ans, quand M. Le Pen faisait ses mauvais jeux de mots dur à four crématoire, ça passait pas, c'était attaqué par les médias, c'était condamné par les médias. Quand M. Guiraud fait des conférences à viser nauséabonde après le 7 octobre depuis la Tunisie, les médias là-dessus sont très 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 modérés. Rodrigo Arenas, très très rapidement. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, par exemple, si on prend le propos de Jean-Luc Mélenchon, qui a clairement condamné le 7 octobre en disant que c'était quelque chose qui était étranger complètement à son histoire, à l'histoire de la gauche, sur le fait qu'on assassine. C'est les mots qu'il emploie. C'est des personnes qui étaient des personnes civiles, sans défense, libres dans le chaos, dans le kibboutz du 7 octobre. On peut pas continuer à dire qu'il dit le contraire. C'est ça que je veux dire. Alors évidemment, c'est pour ça que j'ai été très précautionnant. Une partie de la classe médiatique, qui des fois n'est pas journaliste, mais plutôt éditorialiste, c'est une opinion, mais ce n'est pas une réalité factuelle. Rodrigo Arenas, Jean-Philippe Dugoin-Clément, Frédéric Fougera, on poursuit et on conclut ces débats. Dans un instant, on parlera d'Ibrahim Malouf, écarté du jury du Festival de Deauville. Il a décidé de porter plainte. Vos réactions, et on vous explique tout bien sûr juste après ça. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, suite et fin déjà, 11h50 sur Sud Radio, nos débatteurs du jour. Je vous les représente, Rodrigo Arenas, député NFP, 10e circonscription de Paris, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, maire de Mennecy dans l'Essonne, et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, cofondateur de l'agence Cogiteur. Ibrahim Malouf, écarté du jury du Festival de Deauville en raison, je cite, d'un malaise dans l'équipe, en lien avec le mouvement MeToo. Jules Boscani, vous nous avez rejoint. En 2020, le trompettiste avait été relaxé dans une affaire d'agression sexuelle sur mineur. Oui, tout à fait, Benjamin. J'ai pris la décision d'écarter Ibrahim Malouf du jury. Ce sont les mots d'Aude Esbert, la directrice du Festival de Deauville, dans les colonnes de la Tribune du dimanche. Ce n'est pas à moi de juger, punir ou condamner, mais la présence d'Ibrahim Malouf devenait de plus en plus problématique pour la bonne tenue du festival, déclare-t-elle. Ibrahim Malouf qui a réagi depuis. Oui, au travers de son avocat, maître Fanny Collin, qui déplore dans un communiqué à l'AFP que le festival de Deauville sacrifie un innocent sur l'autel du principe suprême de show must go on pour des intérêts mercantiles. Et Ibrahim Malouf, quant à lui, réagit dans un post Instagram. Il annonce qu'il va porter plainte et qu'il n'a rien à cacher. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous connaissez Ibrahim Malouf? Est-ce que vous comprenez la décision ici du festival de Deauville? Moi, je suis profondément choqué. Je suis profondément choqué parce qu'on a des gens qui s'érigent en magistrats, qui veulent réécrire la justice, qui veulent juger, condamner. Condamner à quoi Ibrahim Malouf, c'est un enfant d'Étampes, à côté de chez moi. C'est un enfant qui a connu la guerre au Liban, dont les parents sont venus s'installer en France, dont le père était déjà musicien, qui a grandi dans les quartiers à Étampes, qui est devenu une star internationale, qui aujourd'hui vit entre Morigny à côté d'Étampes et le Liban, et qui continue à s'investir pour les quartiers, pour Étampes, chaque année au travers d'un festival sur le jazz où il s'investit personnellement par rapport aux enfants, par rapport aux classes de cette commune, notamment des quartiers en difficulté. Et c'est quelqu'un qui a fait l'objet d'accusations. J'ai pas à en juger il y a de cela maintenant 6 ou 7 ans, qui a été, vous l'avez dit, en 2020 jugé
innocent, et 4 ans après un jugement reconnaissant qu'il est innocent, jugement qui n'a pas fait l'objet d'appel, qui n'a pas fait l'objet de nouvelles réenclenchements de procédures, on a quelqu'un qui, pour des raisons politiques, décide de l'exclure d'un jury. Je dis des raisons politiques parce que il y avait eu avant, au sein de l'organisation du festival de Deauville, des problèmes effectivement de harcèlement ou autre, et que dans les invités d'honneur, on a Nathalie Portman qui est une des porte-parole de MeToo, et donc on est sur quelqu'un qui a fait l'objet d'accusations, qui a été lavé de tout soupçon et qu'on va ressalir à nouveau, alors que pour le coup, c'est vraiment pour avoir eu l'occasion de le rencontrer. Je crois que c'est quelqu'un de profondément humain et qui s'investit pour des gosses qui en ont besoin. Frédéric Fougera, elle vous choque, elle est choquante pour vous, cette décision du Festival de Deauville ? Au-delà d'être choqué, personnellement, moi je me dis que dans l'histoire, il y a des sales périodes. Et sur ce point, je pense que nous vivons une sale période. On paie des années d'omerta et d'abus, on paie des années de violence impunie, et aujourd'hui, avec la médiatisation, finalement, on remplace la justice de la République, comme le disait Jean-Philippe, par la justice de la rue, de l'opinion, de l'émotion. Et cette période, cette sale période, elle fait des victimes, et Ibrahim Malouf est une de ces victimes. Il y en a malheureusement d'autres, et on est passé d'une situation extrêmement abusive à une autre qui devient abusive. Mon seul souhait, c'est que les choses se régulent le plus vite possible. Alors, je suis pas certain que notre ère de médiatisation et de réseaux sociaux puisse faciliter cela, mais voilà, j'aimerais que on retrouve le sens de la justice de la République et qu'on la respecte. Pour conclure, Rodrigo Arenas, est-ce que vous comprenez la colère, vous, d'Ibrahim Malouf et son sentiment d'injustice? C'est ce qu'il dit. Il y a un procès qui va avoir lieu manifestement, donc moi j'ai pas pour habitude de commenter une affaire en cours, mais ce que pose le sujet, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est quand on est condamné pour quelque chose, jusqu'à quand ? Est-ce qu'on est soumis à une éviction sociale? À partir de quand est-ce que on peut reprendre... Il a été relaxé dans cette affaire. Alors du coup, il ne l'a pas été pour, en tout cas, ce sur quoi la plainte avait été faite. Il y a d'autres choses des textos, je crois, qui ont l'air de temps, qui sont dans l'histoire, qui n'ont pas fait l'objet d'une plainte. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on sort de ça? Moi, je sais par expérience, et parce que j'ai travaillé un peu là-dessus, pas seulement en tant que député, en tant qu'associatif aussi, qu'une loi permet de changer un comportement, mais pas une mentalité. Et qu'il y a des pays qui sont précurseurs là-dessus. Je pense par exemple au Québec, qui a mis en place dès la maternelle des cours sur le consentement. Donc je pense que nous avons tout ça à faire. Et vous savez, ce que je suis en train de vous dire, ça prend 30 ans. C'est 2 générations. Donc je pense que d'ores et déjà, il faut travailler dans les écoles, encore une fois, parce que tout le monde a l'obligation d'y aller. C'est pas parce qu'on fait de l'école quelque chose... Non, c'est parce que comme tout le monde va à l'école, c'est là que ça se passe. De changer les pratiques pour que les enfants apprennent dès le plus jeune âge à ne pas avoir ce type de comportement, et qu'on ne mette pas en place non plus la double peine dont la France normalement ne devrait pas mettre en œuvre, ça commence maintenant. Et tout ça, je suis en train de vous dire 30 ans. Ça veut dire qu'un gamin qui naît aujourd'hui, il faut espérer que quand il aura 30 ans, il aura une scolarité qui le mettra à l'abri, entre guillemets, de contenir ses pulsions, parce que c'est une question de pulsion, et deuxièmement, qu'il aura une éducation par rapport à ses propres enfants, donc 2 générations, de consolider en fait ce qu'il a appris même à l'école. Le temps long, oui, c'est sur le temps long. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est valable sur ça, mais aussi sur d'autres sujets. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on change une mentalité? Et ça prend du temps. Malheureusement, sur ces sujets-là, il y a de l'immédiateté, mais je pense que ce qui se passait avec Ibrahim Malouf précédait le fait qu'il ait été sélectionné, et je trouve assez curieux que du jour au lendemain, on découvre quelque chose qui était parfaitement connu. Merci beaucoup, Rodrigo Arenas, député NFP 10e circonscription de Paris. Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, maire de Ménécid dans l'Essonne, et puis Frédéric Fougera, un grand merci aussi, président de Tenkan Paris, cofondateur de l'agence Cogiteur. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de l'actualité, toute l'actualité. 11h57, on revient dans un instant. Maxime Trouleau nous rejoint. On recevra tout à l'heure un boulanger français parti en Ukraine. Il va livrer du pain sur place. À tout de suite.